Bonjour Renaud, tu es professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et tu es un spécialiste internationalement reconnu dans le domaine des hallucinations. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que l'on connaît aujourd'hui des bases cérébrales des hallucinations ? Bonjour Marion, oui bien entendu. La plupart des travaux qui ont fait avancer les connaissances dans ce domaine sont des travaux qui se sont intéressés à la structure cérébrale, basés sur l'imagerie, et on sait par exemple aujourd'hui décrire ce qui se passe au moment de la survenue d'un épisode hallucinatoire. Par exemple, des activations surviennent dans les aires du langage lorsque les sujets entendent des voix, ou dans les aires visuelles lorsque les sujets ont des visions. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que d'autres structures ont également été retrouvées impliquées, comme par exemple l'hippocampe, dont on ne connaît pas très bien la fonction dans ces symptômes aujourd'hui, même si, du point de vue théorique, ce sont des structures qui sont impliquées dans la collection de souvenirs engrammés à long terme, et qui peuvent réactiver des vieilles théories sur les hallucinations qui impliquaient les souvenirs, notamment. Est-ce que des travaux au sein du GDR ont été réalisés qui ont permis une avancée des connaissances des bases cérébrales des hallucinations ? Alors on sait, dans le cadre du GDR, on s'est attaché à essayer de creuser un petit peu la question des hallucinations extra-auditives. On sait depuis quelques années que même si les voix sont les symptômes qui sont le plus fréquemment décrits par les patients, les hallucinations visuelles peuvent survenir aussi dans 30% des cas chez ces patients. Mais on avait très peu d'informations sur les bases neurales de ces hallucinations visuelles. Donc dans le cadre du GDR, et ça a été l'objet de collaboration entre l'hôpital Sainte-Anne et le CHU de Lille, on s'est attaché à scanner des patients qui étaient tous schizophrènes mais qui présentaient des différences symptomatiques en termes de complexité hallucinatoire. C'est-à-dire que certains de ces patients avaient uniquement des hallucinations auditives, alors que d'autres avaient des hallucinations plus complexes audiovisuelles. Et ces patients étaient par ailleurs à parier sur la sévérité globale de la schizophrénie et sur les doses de traitement antipsychotique. Alors ça c'est la trame globale. Et deux études ont été publiées dans Molecular Psychiatry en 2014 puis en 2015 sur cette cohorte. L'étude de 2014, publiée par Ali Ahmad et collaborateurs, s'est intéressée aux modifications plastiques qui étaient associées à l'hallucination audiovisuelle par rapport à l'hallucination auditive pure. Modifications plastiques, c'est-à-dire qui étaient liées à l'état hallucinatoire, à cet état particulier hallucinatoire, en utilisant des techniques de connectivité fonctionnelle, de connectivité structurale, mais aussi d'analyse de forme de l'hippocampe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu montrer que des modifications pouvaient être mises en évidence par l'imagerie, indépendamment de la schizophrénie, indépendamment de la prise du traitement antipsychotique, et même, j'allais dire, indépendamment du fait d'être halluciné, puisque finalement, la seule chose qui différenciait ces sous-groupes, c'était cette modalité sensorielle supplémentaire. On est sorti un petit peu du modèle de la sévérité hallucinatoire pour passer dans des modèles qui sont plus des modèles de la complexité sensorielle. Pour nous, ce travail était fondamental parce que c'était une démonstration de la possibilité d'explorer la phénoménologie hallucinatoire avec des outils neuroscientifiques. La deuxième étude, donc publiée par Arnaud Kakia et collaborateurs en 2015, s'est intéressée cette fois davantage à des marqueurs de vulnérabilité. Donc ils sont placés dans la théorie générale dite neurodéveloppementale de la schizophrénie et de certaines dimensions cliniques de la schizophrénie, en montrant, sur la base de l'analyse fine des sillons corticaux, que finalement on pouvait déceler une vulnérabilité développementale, donc très précoce, au moment où les sillons se forment à la fin du troisième trimestre de gestation, une vulnérabilité à ces hallucinations plus complexes, audiovisuelles, par rapport à des patients qui avaient des hallucinations auditives pures, mais également par rapport à des témoins, et ça correspond davantage à l'hypothèse neurodéveloppementale de la schizophrénie. Donc finalement, combiner ces deux publications montre qu'il existe à la fois des marqueurs traits et des marqueurs état associés aux hallucinations, mais également associés à leur complexité sensorielle. D'accord, ça veut dire que c'est important de pouvoir bien explorer la phénoménologie des hallucinations chez les patients. Je crois que tu développes à Lille et au sein du GDR un outil
pour justement mieux explorer cette phénoménologie des hallucinations. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, bien sûr. L'exploration phénoménologique et l'exploration clinique fine est indispensable parce qu'elle pourrait amener justement à des traitements beaucoup plus précis pour les patients qui souffrent de ces symptômes. Alors notamment, on s'est focalisé sur une population qui présente ce type d'hallucinations complexes et florides, qui sont les enfants et les adolescents, chez qui les hallucinations sont fréquemment multisensorielles. Et on a utilisé les nouvelles technologies pour développer une échelle assez innovante sur l'exploration de ce symptôme. C'est-à-dire pas uniquement une échelle de sévérité, comme je l'expliquais précédemment, mais une échelle véritablement de la phénoménologie de l'expérience hallucinatoire, la façon dont elle est vécue, la façon dont elle est critiquée, toutes ces petites choses qui peuvent aussi nous aider à déceler chez un patient ce qui va l'angoisser ou au contraire ce qu'il souhaiterait préserver. Pour beaucoup de ces patients, l'hallucination n'est pas vécue comme un tout hostile. Ils peuvent très bien avoir certaines voix qui sont familières ou aidantes, qui vont leur rappeler de prendre leur traitement, alors que d'autres vont être beaucoup plus agressives, menaçantes, etc. Et donc, on ne peut arriver à déceler ça et à détecter ça qu'avec une exploration fine de la symptomatologie, d'autant plus en population jeune, juvénile, parce que c'est des symptômes qui sont difficiles à avouer, y compris à leurs parents. Et l'attrait pour les environnements numériques, qui répondent aux codes vidéoludiques avec lesquels ils sont finalement très familiers sur tablette, permet cette exploration. Et actuellement, ce projet qui s'appelle Masque, et qui a été décrit dans un éditorial du British Journal of Psychiatry cette année, est soutenu par le Consortium international pour les hallucinations, vise cet objectif et devrait permettre, chez des enfants ou des adolescents, de mieux caractériser ces expériences, indépendamment du diagnostic sous-jacent, que l'enfant présente des expériences bénignes qui vont être fugaces ou que ça s'inscrive dans une pathologie constituée. Merci beaucoup Renaud. Merci Marianne.